Bonjour Nice et bonjour Sotiza. Donc voilà, on est un petit comité aujourd'hui. Karine s'est joint à nous, mais donc avec plaisir. Après l'atelier sur les numériques, on enchaîne avec les crowdfunding, qui d'ailleurs présentent des traits en commun. Donc c'est la suite naturelle, toujours sur une thématique similaire. Avant de commencer, est-ce que vous pourrez juste me préciser les contours de votre activité et quel est votre besoin aujourd'hui, votre intérêt, si vous maîtrisez déjà un peu l'outil, si vous en faites la connaissance aujourd'hui. Donc voilà, juste quelques repères pour mieux cibler. Donc moi, je me lance dans les activités de loisirs créatifs avec les enfants. D'accord. L'animation d'anniversaire. Voilà. Je développe. Ok, très bien. Et vous êtes en train de créer l'entreprise? Alors, elle est déjà créée, ça y est. Je cherche un local actuellement. Entendu. C'est difficile, voilà. D'accord. Et j'ai pas encore commencé donc ni la communication sur Internet. Ouais. Ça tombait bien là, Ouais. d'avoir des bonnes bases. Très bien. Vous serez basé où, les locales? Nice Nord. D'accord. J'ai ciblé déjà la population par rapport au quartier et Ouais. au niveau de l'emplacement, je sais déjà exactement où est-ce que je peux être. Très bien. Ok, merci. Et vous, Nice? Moi, du coup, je suis agent commercial et là, plutôt en formation dans un cabinet de gestion de patrimoine. Le crowdfunding, je vois ce que c'est. Dans l'idée, serait pour plus tard développer une application et une marketplace. D'accord. Pour votre propre projet entrepreneurial, toujours dans le cadre du cabinet dans lequel vous êtes? Avec le cabinet de gestion de patrimoine. Ok, très bien. Alors, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser des questions. Voilà, on est là pour échanger, donc c'est plus interactif, mieux c'est. Bon, déjà, je vous présente un peu les cas de figure, hein, les contextes généraux. Un peu qu'est-ce que c'est le crowdfunding aujourd'hui. Et après, on va voir côté opérationnel comment se lancer dans une collecte. Et aussi quels sont un peu les items les plus importants à tenir en compte pour voir si votre projet est crowdfundable ou pas, parce que pas tous les projets s'y prêtent. Donc voilà, on abordera dans la deuxième partie, ce sera un peu plus dans l'opérationnel, mais déjà pour vous donner un peu les contextes. Donc les crowdfunding en français, c'est ce que l'on appelle les financements participatifs. En gros, c'est depuis l'anglais, c'est les financements par la foule, les crowds, qui donc participent à des projets en mode financier. Donc c'est une collecte des fonds qui est opérée et c'est quelque chose qui est strictement réglementé. Donc justement pour protéger d'un côté qui collecte l'argent et de l'autre côté qui donne l'argent ou qui investit son argent. Donc il y a un cadre réglementaire qui est assez précis au niveau national, mais récemment aussi au niveau européen. Donc c'est pour vous mettre en exergue le fait que c'est bien encadré, il faut pas avoir peur de s'y lancer. Parfois il y a des idées reçues sur qui gère l'argent, comment après les rembourser, etc. Mais donc voilà, juste pour vous dire que les opérateurs qui interviennent dans la collecte sont des opérateurs qui sont des professionnels du métier. Donc par contre, il faut passer par les plateformes qui sont agréées. On les verra plus tard. Les donateurs, ils ont également de la défiscalisation. Oui, on les verra après. Justement, il y a l'État encourage justement cette démarche parce que si vous voulez, ça rentre dans les nouvelles méthodes un peu peer-to-peer. Donc, si vous voulez, c'est les financements désintermédiés. Donc, c'est entre deux entités et donc il y a des
des dispositifs pour encourager, avec de la défiscalisation parfois, mais c'est dans des cadres très particuliers, surtout pour les dons à but non lucratif, donc pas pour des projets d'entrepreneuriat. Donc, pour vous, que vous êtes en mode découverte, je vous présente les 3 grandes macro-catégories du financement participatif. Donc, c'est les dons, les prêts et l'investissement. Je pense que vous avez peut-être déjà vu passer sur les web un peu quelques collectes qui ont suscité vos intérêts ou sur les réseaux sociaux. Les plus communs sont les collectes qui sont faites en modalité don. Par contre, à savoir, pour un projet d'entreprise, les campagnes qui sont réalisées pour collecter de l'argent en emprunt ou en capital, donc en investissement, se font de plus en plus nombreuses, d'autant plus qu'on est dans une phase conjoncturelle où, avec les systèmes à l'issue du Covid, avec tous l'endettement qui a été octroyé aux entreprises, donc les prix de l'endettement vont augmenter, les banquiers vont probablement être plus réticents aussi à octroyer de nouveaux prêts, donc c'est vrai que ça peut être tout à fait pertinent d'étudier un cofinancement en prêt prochainement. Il y a quelque temps, les taux bancaires étaient tellement bas que les crowdfunding en prêt n'étaient pas intéressantes, mais à mon avis, je pense que ça va reprendre son envol. Et l'investissement aussi, pour justement injecter de la liquidité au sein du capital social de l'entreprise, pour les restituer après aux investisseurs avec soit des dividendes en capital, soit des redevances sur les chiffres d'affaires, donc en royalties. Après, je vais pas trop aller dans les détails sur cela. Je pense que pour vous, quand vous êtes dans la gestion du patrimoine, ce qui peut vous concerner des prêts, je dirais plutôt la partie prêt, voire même equity, donc investissement. On verra plus tard en détail. Par contre, pour vous, sous TIDA, dans le cas de votre projet, ce qui est intéressant, c'est plutôt les dons. En revanche, pour des projets d'entrepreneuriat, ça marche de façon gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vos contributeurs vont potentiellement devenir vos futurs clients. Donc, les dons sans contrepartie, ça se fait pas. Il faut toujours proposer quelque chose, que ce soit une contrepartie symbolique, physique, ou juste une expérience au sein de votre atelier, vous voyez. Ce qui marche de plus en plus, c'est aussi la prévente. Donc, ça fait partie de la catégorie don. En fait, vous n'allez pas donner quelque chose, mais ce sont les futurs clients qui préachètent une prestation ou un produit, voilà, un service chez vous. Donc, ça marche très bien avec la prévente également. Donc, juste pour quelques cadres sur pour partager un peu les volumes du crowdfunding aujourd'hui, parce que c'est un outil qui est de plus en plus en croissance. Donc, en France, les premières plateformes datent depuis 2014. Aux États-Unis, les crowdfunding étaient nés, c'était un peu pionnier, les crowdfunding aux États-Unis depuis 2012-13. Ensuite, c'est arrivé en Europe avec les premières plateformes qui sont constituées. C'était un peu timide au début. Et après, vous voyez que chaque année, les montants des fonds qui ont été collectés par l'outil crowdfunding sont assez importants. Alors, ça reste une niche, hein, il faut le dire. Le crowdfunding ne pourra jamais remplacer les financements classiques pour les entreprises, mais ça devient de plus en plus un bon complément pour diversifier son plan de financement. Donc oui, en France, quand même, on l'a vu en 2021, bah, ça explose, hein, ça fait en plus 84%. Alors, les statistiques, il faut toujours les prendre avec une certaine, avec un certain regard critique.
Je vous souviens que 2020-2021, c'est les années des crises Covid. Donc là, dans les statistiques, il y a aussi les PGE, les prêts garantis par l'État, qui étaient octroyés par les biais des plateformes crowdfunding. Donc, si vous voulez, si on veut prendre les vrais montants hors Covid, hors aide d'urgence PGE, ça sera un peu plus inférieur, mais malgré cela, ça reste quand même assez prometteur. Donc, il a une belle croissance. Aussi, après, si on a le temps, je vous le partagerai, ou sinon je vais vous les envoyer par mail. Il y a une association en France qui s'appelle Financement Participatif France, qui gère tous les démarches, font un peu du lobbying au sein de l'Union européenne. Ils ont aussi cette mission de démystifier les crowdfunding, faire des études, des enquêtes, vérifier que les opérateurs agissent en mode, voilà, selon les critères que l'autorité des marchés financiers leur impose. Donc c'est un peu l'organisme, si vous voulez, en France qui veille et qui donne un peu les règles de bonne conduite. Donc je vous suggère, si vous êtes intéressé, d'aller visiter les sites de financement participatif France, où vous trouverez aussi les baromètres sur les crowdfunding qui est publié tous les ans. Je vous enverrai les derniers, donc les derniers, c'est celui du 2021 qui a été publié là il y a 2 mois. Et ça donne une très belle vision d'ensemble sur toutes les activités, les projets, un peu les statistiques françaises. Hein. Mais ça donne déjà une très belle vision. Et donc là, pour vous montrer, depuis les baromètres, pour les jeunes startups, il y a en moyenne un projet qui est proposé tous les mois pour des collectes qui durent un peu plus que 2 mois pour les jeunes startups, tandis que pour les financements qui relèvent du domaine énergie, c'est un peu moins dans vos cœurs, mais juste pour vous dire qu'il y a des projets dans les cas de la transition énergétique environnementale qui sont financés par ces biais. Il y en a de plus en plus. Et ils sont financés très vite aussi, donc c'est une très belle réussite, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a un besoin dans ce secteur d'activité, donc c'est en pleine évolution. Pour vous, Nice, les financements immobiliers aussi, vous voyez que 2 projets proposés par semaine, donc même pas par mois. Et la durée de la collecte est 3 heures. Alors en fait, il y a pas mal d'engouement sur les crowdfunding immobiliers justement, et il y a des opérateurs qui font que de crowdfunding immobilier aujourd'hui. C'est vrai que c'est les moins risqués, c'est les plus rentables. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de projets qui sont financés pour ces biais. Donc je pense que pour votre activité. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc je dirais c'est énorme. Après, pour les PME, donc 6 projets proposés par semaine aussi, c'est très bien. Et la durée moyenne est 2 jours. Les associations, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, mais voilà, juste pour donner un peu un cas de figure pour vous, STIDA aussi. Quand vous êtes en phase de démarrage d'activité, ça peut être un très bon tremplin, et votre activité tout à fait peut bien se prêter à ce type d'outils justement pour compléter un emprunt bancaire, couplé à un prêt d'honneur. À voir si vous avez fait la démarche, peut-être au sein de réseau initiative ou autre. Mais pour vous, pour le démarrage, ça peut être pertinent d'explorer la banque, les réseaux initiatives et du crowdfunding, donc ça fait la triplette. Ça peut être tout à fait intéressant. Donc, d'autant plus que, voilà, ça marche. Par contre, ça s'improvise pas. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien préparer à l'avance. Est-ce que la durée moyenne, c'est la durée concédée sur toi au niveau de la durée de collecte? Non, ça c'est vraiment de la pure statistique. Alors les crowdfunding, il faut les voir comme une démarche qui est
financière et à la fois marketing. Donc, vous collectez de l'argent, mais aussi vous communiquez autour de votre projet. Donc, c'est un peu hybride. Et normalement, les campagnes ont une durée d'environ 1 mois. Donc, c'est un peu la collecte. C'est le temps que ça démarre. Vous allez faire tout au démarrage, ça de la grosse campagne de communication au sein de votre entourage, les partenaires, les futurs clients. Donc, les organismes qui vous appuient aussi se font accompagner, donc ça fait boule de neige. Et après, par rapport à mon expérience, la durée qui est la plus performante, c'est 1 mois, pas plus, parce qu'après, les gens perdent intérêt, donc c'est moins... Voilà, ils vont plus... Oui, ceux qui devaient participer l'ont fait plus tôt, donc 1 mois, c'est largement suffisant. Moins qu'1 mois, je dirais que c'est trop court. Il faut quand même donner aux contributeurs envie d'en vouloir savoir plus parce que le temps de transformer, c'est pas évident. Et aussi par rapport aux collectes que j'ai réalisées avec des entreprises qui ont souhaité se faire accompagner par la Chambre de commerce d'industrie, on voit que le taux de transformation n'est pas évident. Donc il faut quand même construire l'argumentaire et faire en sorte que les personnes qui sont intéressées après contribuent de façon financière, parce que parfois il y a juste un like sur LinkedIn, un commentaire sur Facebook, mais ça se transforme pas forcément. Donc oui, donc c'est du boulot. Et oui, je pense que 4 semaines c'est bon. Pourquoi les particuliers contribuent à ce type de projet? Tout simplement parce qu'ils ont envie, ce sont des projets qui leur tiennent au cœur, parce qu'ils connaissent les porteurs des projets, ils connaissent l'entreprise, ils ont envie de la soutenir, ou aussi pour la partie equity, c'est une façon de diversifier l'épargne. Donc aujourd'hui aussi, il y a plus en plus de contraintes sur l'épargne des particuliers. C'est vrai que bon, les livrets A maintenant vont un peu être augmentés les taux, mais bon, c'est pas tout à fait intéressant. Il n'y a pas forcément d'outils qui sont en place aujourd'hui. Des plus que ceux qui sont classiques depuis quelques décennies. Donc c'est vrai que diversifier l'épargne également, donc je sais à quoi sert mon argent, je finance l'économie réelle, je peux diversifier mes placements, je peux bénéficier d'un produit en avant-première parce que quand on fait les collectes en don ou en pré-vente, normalement, ce sont les premiers testeurs, donc on va les proposer pas au tarif que l'on proposera après au jour J. On les fait un petit discount juste pour avoir voulu être les premiers testeurs. Et je peux m'impliquer localement dans un projet qui a du sens. Donc voilà. Par contre, il faut, comme je disais tout à l'heure, les particuliers participent s'ils ont aussi quelque chose en retour. Et même s'il y a des valeurs qui sont très éthiques, engagées, responsables, etc., il faut pas être radin. Il y a des collectes qui étaient super, qui avaient tous les items étaient au rendez-vous. L'historique de l'entreprise s'est prêté au jeu. Et pourtant, voilà, juste parce que les contreparties n'étaient pas intéressantes, la collecte n'a pas abouti tout simplement. Donc, il faut bien viser aussi pour l'entreprise, qu'est-ce que c'est les retours après, du point de vue du coût, parce qu'une campagne crowdfunding n'est pas neutre. Donc, il faut voir quels sont les coûts pour donner les contreparties, que ce soit des contreparties physiques, des services ou des contreparties financières, combien ça me coûte par rapport à l'argent que je collecte, sachant qu'au passage, il y a la plateforme qui touche aussi la commission. Donc, il y a une étude aussi de faisabilité pour voir si ça vaut la peine au niveau financier. Tout à fait.
Donc voilà, pour répondre à cette idée, pour les cadres fiscaux est favorable pour qui met son argent dans les collectes. Donc pour les prêts, il y a les prélèvements forfaitaires uniques maintenant, ça a été mis à 30% pour n'importe quel montant. Donc bien sûr, plus le montant est important, plus c'est intéressant. Également pour l'impôt sur les revenus, si j'investis un capital dans des PME, l'année prochaine, dans ma déclaration de revenus, je vais les déduire. C'est pas mal. Si j'investis 500 €, bah, il faut pas l'oublier. L'année prochaine, je paierai moins d'impôts quand même, donc c'est pas négligeable. Et aussi, tous les campagnes qui sont faites en obligation et mini-bons. Alors, je l'ai pas cité tout à l'heure pour pas trop complexifier les choses, mais les mini-bons, c'est une mini-obligation. Voilà, je n'irai pas plus loin après pour vous, si vous voulez, on peut approfondir. Mais c'est pour, grosso modo, c'est pour les obligations. Dans les livrets plein épargne, action ou entreprise, je peux être exonérée pendant les premiers 5 ans. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà, ça, c'est au niveau France. Donc, c'est l'État, les fiscs français qui a beaucoup soutenu en démarche. D'autant plus que pour les particuliers qui donnent, les dons sont sans limite. Il n'y a pas de plafond sur les montants que je peux donner. Par contre, les prêts sont plafonnés à 2 000 € par projet. Donc, pour chaque projet, je peux pas apporter plus que 2 000 €. Si vous voulez, c'est pour sécuriser les particuliers parce que, comme c'est des intermédiaires, il n'y a pas une banque qui gère la transaction. C'est pour protéger les particuliers, pour faire en sorte qu'ils vont pas perdre trop d'argent en cas de défaut. Donc voilà, les plafonds ont été fixés entre 2 000 ou 5 000 €. C'est avec sans intérêt. Pour les titres financiers, il n'y a pas de plafond. Donc il y a pas mal d'investisseurs qui se lancent dans ce type de collecte sans trop de contraintes. Par contre, pour qui reçoit l'argent, les entreprises qui donc vont collecter les fonds, encore une fois, les dons sont sans limite. Pour les prêts, c'est 1 million par projet, et pour l'equity, la France était généreuse, donc les plafonds pour l'equity étaient de 8 millions, c'est quelque chose qui est impressif. Par contre, depuis les cadres que l'Union européenne a posés, depuis 2020, l'Europe a dit que ce ne sera pas plus que 5 millions par collecte en equity. Donc voilà, il faudrait descendre de 8 à 5. En tout cas, je pense que il y a suffisamment de marge de manœuvre, hein, même si les plafonds de 5 millions, on ne peut pas se plaindre. Les opérateurs qui existent sont divers et variés. Donc là, je vous cite seulement les opérateurs qui opèrent avec l'agrément français. Nul ne vous empêche de mener une campagne sur comment ça s'appelle, Kickstarter. Par exemple, Kickstarter, qui est la plateforme américaine, ou autres. Il y en a plein aussi, surtout aux États-Unis, comme c'était les pionniers sur les sujets. Mais aussi, il y a des plateformes anglaises qui marchent très bien, des plateformes dans d'autres pays. Donc là, il y a que les opérateurs français qui sont cités. Et déjà, c'est un petit labyrinthe. Il faut savoir si je suis prêt à me lancer avec une campagne crowdfunding, les choix stratégiques, dans quel site? Alors, je vous cache pas que finalement, les marchés des opérateurs, c'est pas mal consolidé. Donc, il y a quelques années, il y avait énormément de petits opérateurs. Maintenant, il y en a moins qui sont un peu plus gros. Donc, les ménages se sont faits tout seuls.
Donc, grosso modo, si j'ai un projet des collectes en don, j'irai peut-être proposer mon projet sur KissKissBankBank, Tudigo ou Ulule. C'est les trois majeurs. Je pense que vous connaissez tous, d'ailleurs. LOASO figure dans la cartographie du financement participatif France. Par contre, ce n'est pas pour les projets entrepreneuriaux, hein, c'est pour les projets associatifs, donc ça ne vous regarde pas. Après, il y en a d'autres petits, mais voilà, ça sont les gros. Ce sont des plateformes généralistes. Donc, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est une démarche de financement, oui, mais aussi c'est une démarche marketing. Donc, il faut que j'étudie dans quel site je veux que mon projet apparaisse. Est-ce que je veux qu'il apparaisse à côté plutôt des projets un peu plus artistiques, un peu plus créatifs, comme ceux qui sont proposés sur KissKissBankBank? Est-ce que mon projet relève plutôt de l'entrepreneuriat local, les commerces de proximité? Par exemple, comme sous TIDA, j'irais peut-être plutôt sur une plateforme comme Tudigo éventuellement, parce que c'est plus axé sur les commerces locaux. Et là, quand vous aurez un lieu physique où vous allez organiser vos propres ateliers, ce sera peut-être plus pertinent que les projets figurent à côté d'autres projets qui sont de la même teneur, plutôt qu'à côté d'un livre à publier. Ulule, c'est un peu entre les deux comme positionnement, entre KissKiss et Tudigo. Ulule, oui, c'est pour les projets un peu innovants, créatifs également, mais pas forcément, je dirais extrême, comme KissKiss, parce que si vous allez regarder sur KissKiss, il y a je vais faire mon CD, je vais publier mon bouquin. Donc nous, Ulule, c'est plutôt pour des projets plus strictement entrepreneurial. Et récemment, ils ont aussi changé un peu leur image pour promouvoir des projets qui relèvent du développement durable. Donc un peu plus écolo, un peu plus... Voilà, donc ça c'est les trois majeurs. La dette, ça vous intéresse un peu moins pour vous. Mais en tout cas, voilà, les gros, historiquement, c'est les entrepreneurs, Epic Capital, Anaxago, c'est pour l'immobilier, donc Uniland aussi, c'est un des pionniers, Prétap. Après, je peux aussi choisir une plateforme plus petite, parce que peut-être qu'elle porte des projets qui sont plus similaires aux miens et ça peut être plus intéressant. Mais voilà, il y a une étude à la base qui doit être menée avant de s'y lancer, aussi parce que je peux pas mettre en œuvre deux campagnes en même temps sur deux plateformes différentes. Et l'investissement, le gros, c'est YZ, Tudigo encore, qui fait des ouvertures en capital. Ouais, après, les autres sont un peu plus petites. Il y a SoWeFund aussi, qui devient intéressante. D'ailleurs, elle a des projets dans les Alpes-Maritimes qui ont été financés avec SoWeFund en investissement et ils ont levé un capital importante. We Do Good est la seule plateforme française aujourd'hui qui propose des levées des fonds en royalties. Royalties, c'est-à-dire que la boîte s'engage pas à rembourser les capitals avec les dividendes, mais en fait, ça sera une fois que les projets donc pour lesquels je lève les fonds génèrent du chiffre d'affaires, je m'engage à leur donner un pourcentage sur le chiffre d'affaires que j'ai pu percevoir. Donc ça marche très bien with the good parce que ça oblige pas à diluer les capitales.
Donc, on ne peut pas dire que c'est un investissement classique. Voilà, c'est royalty, c'est autre chose. Mais donc, ça laisse plus de flexibilité. Je ne dois pas changer le statut. Donc, Ça, juste au niveau des plateformes, ça va être surtout par rapport au projet qu'on va choisir, quelle plateforme choisir. Au niveau de la fonctionnalité, ça va être équivalent. sont identiques. Et est-ce que du coup, c'est au niveau de la plateforme qu'on va avoir tous les documents plus comptables, administratifs? Comment ça se passe? Tout à l'heure, on parlait justement de fiscalisation, on parlait du un suivi en tant qu'entreprise, des rentrées et sorties d'argent. Donc ces documents-là, à quel niveau ils se font? Alors, pour les dons, c'est assez light. Donc, il n'y a pas de justificatif. Vous devez juste envoyer, juste pour l'anti-blanchiment. Donc, voilà, il faut être identifié, mais il n'y a pas de document corporate de l'entreprise qui doit être présenté. Par contre, si vous levez des fonds en prêt et en capital, l'opérateur, donc la plateforme qui gère, est obligé par la loi de réaliser une étude. Donc, il vous demandera les 3 derniers bilans, déjà, dans l'alliance, et après, s'il y a eu des modifications statutaires, qui sont les associés, les cabis, et ils vont voir que vous êtes en bonne santé. Donc, si vous levez un prêt en capital, c'est comme la banque, il faut être à jour avec l'URSSAF, il faut être à jour avec les impôts. Donc, il y a une analyse qui est beaucoup plus poussée. Ouais, tout à fait. Et ça s'est fait au stade où vous allez déjà pré-candidater dans la plateforme et les différents, les équipes vont prendre contact avec vous pour étudier les dossiers. Donc, c'est vrai que pour les prêts, les capitales, c'est un peu plus costaud, mais ça reste malgré tout plus rapide qui est passé par la banque ou qui est passé par une société d'investissement. Donc voilà. Mais il y a une analyse qui est faite et c'est obligatoire parce que c'est pour protéger justement les personnes physiques. Donc voilà, c'est les classiques. Et sinon, il y a des plateformes qui sont thématiques. Là, c'est tout petit. Vous aurez les supports tout à l'heure, donc vous allez pouvoir lire un peu mieux. En tout cas, là, par rapport à votre activité, ça vous concerne moins, mais savoir qu'il y a des plateformes qui existent que pour les projets agro. Aujourd'hui, les entreprises qui relèvent de cette filière n'ont pas pu participer, mais voilà, je sais pas, Karine, si tu partageras les supports. Pour les entreprises du domaine agroalimentaire, Mimosa est la plateforme. Donc, il faut passer par... parce que c'est un peu les référents. Pour les projets un peu plus éthiques, il y a Zest, par exemple. Donc, pour vous, Société, je connais pas tous les détails sur votre projet, mais après, ça dépend si vous portez un discours qui fait lèvre sur On doit dire créatif avec les enfants, mais avec une approche écologique, oui. du matériel recyclé. Je m'en doutais. Tout à fait, que ça sort du cadre dans le sens que c'est responsable du point de vue environnemental, social aussi, parce que vous créez du lien. Donc, il y a une démarche, si vous voulez, qui se rapproche de la RSE, la responsabilité sociétale environnementale des entreprises. Donc, pourquoi pas explorer aussi une plateforme axée sur cette nuance plutôt éthique comme Zest, éventuellement. Et après, voilà, pour vous, Nils, il y a énormément de plateformes qui sont thématiques dans l'immobilier. Donc, Naxago est la plus grande, mais après, il y a tous les autres. Hein. Donc, Citesia, Clefandine, Fandimo, My Capital, Wiximo. Et il y en a énormément parce que comme c'était tellement rentable, ça a un peu poussé comme
Mais là aussi, faire attention pour choisir une plateforme qui a quand même de l'envergure. Parce qu'il y en a un peu trop, donc il faut faire les tri. Hein. Voilà. Donc, on passe à l'opérationnel. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. Vous avez posé déjà quelques interrogations, mais n'hésitez pas. Donc, pour lancer les projets en crowdfunding, il faut se poser certaines questions. Déjà, est-ce que j'ai envie de les diffuser et est-ce que j'ai envie que tout le monde les sache? Ça, c'est plutôt pour les boîtes qui relèvent de la jeune start-up innovante, quand il y a de la propriété intellectuelle à valoriser. Je n'ai pas forcément envie parce que ça reste confidentiel et peut-être que ce n'est pas tout à fait pertinent d'en parler parce qu'une fois que les projets démarrent sur la page de l'opérateur, je ne peux plus l'enlever. Donc, dans les web, vous allez trouver des collectes qui datent d'il y a 8 ans. Ils sont toujours là sur Internet. Hein. Donc oui, une fois que c'est diffusé, il faut assurer. Est-ce que le crowdfunding est adapté à ma situation? Alors, il faut être aussi... il faut dire les choses. Le crowdfunding, c'est pas miraculeux. Donc, les fonds que vous allez collecter, à la base, sont issus de votre propre carnet d'adresses. C'est-à-dire, sont vos propres contacts qui vont participer à la collecte des fonds. Donc, il n'y aura pas des inconnus qui vont tomber sur la page au tout hasard et qui vont contribuer au projet. Donc, il faut... Le crowdfunding est adapté si vous avez déjà beaucoup travaillé avec les réseaux sociaux, la présence numérique que Philippe vous a abordé tout à l'heure. Donc, si vous avez déjà un peu préparé les premiers jalons, si vous êtes visible, si vous alimentez votre communauté avec les réseaux sociaux classiques, mais aussi avec si vous avez un site, avec du blogging, des articles, etc. Il faut déjà préparer un peu la campagne en amont, donc ça n'arrive pas du rien. Ça marche si j'ai déjà un peu travaillé sur tous mes contacts. Il faut avoir quand même un portefeuille, on va dire, des contacts suffisants pour ouais. m'intéresser. Tout à fait. Et pour vous, quand vous êtes en phase de créa, il faut que c'est ce que l'on appelle un peu le love money, c'est-à-dire votre premier cercle, les personnes qui sont dans votre entourage proche, qui soutiennent votre projet, il faut qu'ils vous ont pas déjà aidé, par exemple pour l'apport bancaire. Pour l'apport bancaire ou pour la constitution du capital social. Parce que si vous avez déjà épuisé ces love money et vous ont déjà aidé par ailleurs, ils vont pas pouvoir contribuer encore une fois avec du crowdfunding. Donc, mais après, même si on n'a pas un carnet d'adresses conséquent, les gens peuvent être généreux. Hein. Il peut y avoir de très belles surprises. Parfois, il y a du cercle proche qui, pour des collectes en dons, est prêt à donner 200 €. Juste une personne. Parce qu'il vous soutient. Mais c'est vrai que les montants moyens, à peu près 40 €, entre 30 et 40 par tête. Donc, il faut un peu viser. Ouais, je pense que, à mon avis, il faut s'y prendre quelques mois à l'avance. Je sais pas si, par exemple, une entreprise alors, je vous donne un exemple qui est plutôt similaire à celui de Soutida, donc un peu moins pour vous, mais il faut
faire un peu gaffe aussi à quand les gens sont un peu plus captivables. Donc, je sais pas, j'ai un espace physique de rencontre et je vais me faire financer par les crowdfunding. Alors, je trouvais des locaux, je vais ouvrir à la rentrée. Donc, je serai peut-être prête pour septembre. Par contre, à septembre, les gens reviennent des vacances. Il y a énormément d'événements qui se passent, tout le monde prépare la rentrée. Peut-être que c'est plus intéressant de les faire les mois suivants. Peut-être qu'à octobre, ça peut être plus performante. Donc, si je fais une campagne en octobre, il faut que je les prépare. Je dirais, déjà là, c'est le fin juin, c'est déjà trop tard. Donc, si je fais une campagne en octobre, il faut que je travaille très bien, déjà au printemps, pour donner envie sur les réseaux sociaux, avec les bouche-oreilles, un peu les contacts, les articles, les bloggings, etc., pour donner envie, pour dire à tout le monde qu'il y aura quelque chose qui se passe à la rentrée. Parce qu'après, là, c'est mort. Fin juin, il n'y a plus d'attention. Donc là, juillet, août, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, c'est pour cela, Karine, pour répondre à ta question, je dirais qu'il faut déjà 5 mois un minimum. Après, il y a de la saisonnalité, mais en tout cas, même si je fais une campagne en début d'année, c'est pareil, il faut toujours commencer beaucoup plus tôt et préparer, donc pour les jours J. Voilà, donc j'ai répondu aussi à la troisième question. Donc, est-ce que c'est le bon timing pour mon entreprise? Donc, c'est par rapport à la saisonnalité s'il y en a. 2, c'est par rapport à mon besoin. Est-ce qu'aujourd'hui je peux m'engager parce que c'est extrêmement chronophage. Donc, le bon timing, peut-être que ça sera après mon ouverture parce que j'ai trop de choses à faire avant. Donc oui, il faut aussi calculer quand je peux me permettre d'avoir un mois et pendant ces mois-ci, je fais que ça, presque. Donc, voilà. Et justement, comme je vous présentais tout à l'heure, il faut choisir la bonne plateforme. Locale, dans la région, il n'y en a pas, mais il y a des plateformes bretonnes, des plateformes girondines, pas en région sud, c'est pas grave, il y a des plateformes nationales européennes. Donc voilà, est-ce que je choisis un opérateur qui est généraliste ou thématique par rapport à ma filière? Sous quelles conditions? Donc, il faut faire aussi un benchmark. À peu près, les plateformes sont alignées sur le même montant. Donc, pour les dons, ils vont toucher environ 8%. Pour les prêts, l'equity, c'est dégressif parce que les montants sont plus importants. Donc, c'est à partir de 3% jusqu'à 10%, pas plus, mais ça les présente quand même, il faut les tenir en compte. Et aussi, pour les traitements du dossier, il y a des frais fixes. Donc, il y a environ, si je fais une opération en crowd lending ou crowd equity, donc un prêt en capital, je sais que je dois payer environ 1 000 € minimum pour l'étude financée de mon projet. Et voilà, après, les durées sont à peu près harmonisées. Donc pour les prêts, je sais que si je lève un prêt aujourd'hui, je le rembourserai d'ici 6-7 ans. Et pour les capitales, oui, pareil. Parce qu'après, les investisseurs particuliers, il faut quand même les rembourser à terme. Donc il faut que dans mon prévisionnel, dans mon plan de trésor, il faut pas oublier qu'à un moment donné, il faut aussi les rembourser. Parce que parfois, on les zappe. C'est pas comme la banque. Donc, voilà.
Dans les process, je fais un premier contact pour les sites, donc tout passe par les web. Donc vous allez sur le site de l'opérateur, vous commencez à saisir un peu dans les grandes lignes des projets, ils vont vous les contacter. Vous allez échanger avec eux pour la présélection, parce que les plateformes veulent voir que ce soit quelque chose de sérieux, mais bon, c'est pas... Pour les dons, l'analyse, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas si lourde. Et après, bon, une fois que vous nous ont donné feu vert, vous êtes libre de rédiger votre propre page. Les opérateurs peuvent vous fournir de l'assistance, mais ce n'est pas si poussé, donc vous êtes complètement, vous avez papier blanc, et là parfois ça peut être un atout, mais parfois c'est un frein, parce que si je suis pas en mesure de bien travailler sur ma page, c'est dommage, parce qu'il y a des très beaux projets, mais c'est chacun son métier, donc si je suis pas un bon communicateur, ouais. Et donc là, quand tout est prêt et quand tous les différents éléments, donc mon histoire, pourquoi je lève de l'argent, quelles sont les conditions que je propose, les contreparties financières ou physiques, etc. Quand tout est là, la page, c'est l'opérateur qui vous valide et donc c'est publié. Voilà, donc oui, les process, c'est surtout la phase rédactionnelle, parce qu'il faut engouer les publics, il faut vraiment travailler sur ce que je veux dire et ce que je veux pas dire. Parce que je sais qu'après, ce sera une page où tout le monde peut accéder, donc c'est du marketing, voilà quoi. Voilà, donc faut donner envie, expliquer pourquoi et comment. Il y a des campagnes justement sous TIDA qui sont trop floues sur les dons surtout. Il y a des campagnes en dons qui, c'est trop dommage, ne valorisent pas suffisamment les projets et surtout pourquoi j'ai besoin de votre contribution. Et donc les montants qui sont levés sont peut-être plus faibles par rapport à ce que j'avais espéré. Parce que les pourquoi et comment le montant sera utilisé n'est pas clair. Donc il faut être très précis. Je cherche 5 000 € avec un don, avec contrepartie, parce que je dois acheter la caisse, parce que je dois faire des travaux, parce que je dois embaucher un stagiaire. Donc vraiment très concret. Et aussi, il y a un visuel à prévoir parce que les textes, on a marre, trop de textes, on n'en peut plus. Et donc, plus de vidéos, de photos vous mettez, mieux c'est, même dans les contreparties. Pas pour vous, mais plutôt. Mais aussi pour vous, si vous mettez une vidéo, c'est mieux plutôt qu'un paragraphe, on s'en fiche, il y a personne qui va les lire. Et aussi, si vous mettez des vidéos, toujours avec les sous-titres, parce que les gens de plus en plus regardent les vidéos depuis les smartphones sans audio. Donc une vidéo qui n'a pas les sous-titres, c'est de l'argent gâché. Donc voilà, attention pour les lancements, la pré-campagne, c'est toute la partie préparatoire que je vous ai indiquée tout à l'heure. Élargir la communication, au début, donc je sollicite mon cercle proche. Après, si ça marche bien, comme espéré, je vais contacter peut-être la presse, je vais contacter peut-être la mairie, donc je vais dans un deuxième stade, je vais contacter des organismes un peu plus d'envergure pour élargir justement. Il faut jamais arrêter d'alimenter la communauté, même ceux qui ont déjà financé des projets, il faut les tenir au courant. Merci beaucoup. Grâce à vous, la première semaine des collectes s'est très bien passée. Maintenant, on cherche de nouveaux contributeurs pour atteindre l'objectif. Et jamais oublié de remercier parce que sinon après c'est pas cool. Surtout que il y a parfois moins dans les patrimoines immobiliers, mais pour les dons
Il faut être prêt aussi à savoir, dans mon entourage, il y aura des personnes qui vont participer et d'autres qui vont pas participer. Alors c'est pas grave, il faut pas mêler les persos avec les pros. C'est pas grave, peut-être qu'il y a des personnes qui me sont très proches mais qui n'ont pas financé mon projet. Il faut pas être trop déçu. Parfois ça arrive. Donc voilà, nul n'empêche de remercier pour l'attention. Parce qu'après ça, surtout, il y a des dirigeants qui ont un peu des couacs. Mais ça fait partie du jeu et on peut pas s'attendre que tout le monde est prêt. Donc voilà, après, si la collecte a succès, les fonds sont débloqués. C'est que j'ai omis tout à l'heure, c'est la règle du tout ou rien. Donc, quand je fais la collecte, je vise un montant. Si je l'ai atteint, j'aurai les fonds. Si je l'atteins pas, les fonds sont remboursés aux contributeurs. Donc, si j'ai visé 200 000 euros et je n'en collecte 180 000, c'est dommage. Donc, plus est possible. Plus est possible, moins c'est remboursé. Donc, ça aussi, ça rentre dans la phase préparatoire. Je dois faire un calcul aussi de faisabilité et identifier les bons montants à viser. Pas trop, pas trop peu. Donc voilà, ça rentre aussi dans cette étape préalable. Et après, voilà, les contreparties, que ce soit physiques ou financières, mais en tout cas, ça fait partie du jeu, donc c'est à faire. Et c'est les atouts, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, c'est une bonne alternative en complément. Au financement classique, c'est plus simple, plus rapide. Et j'ai allié la collecte des fonds à une campagne marketing parce que les campagnes marketing sont chères. Donc là, je collecte de l'argent et je me fais de la promo en même temps. Donc c'est aussi une campagne à moindre coût si vous voulez, donc c'est tout à fait intéressante. Et ça permet de tester les marchés parce que, surtout pour les projets de créa, je vais voir combien de personnes sont potentiellement intéressées à devenir mes clientes. Par contre, il y a aussi des points de vigilance. Pour les financements, ça coûte plus cher. Il y a les coûts fixes pour les traitements de dossiers. Ouais, c'est très chronophage. Il faut bien les préparer, sinon ça tombe à l'eau. Même si j'arrive pas à collecter l'argent à la fin, il y a quand même des frais à payer. Donc, faut bien calculer. Donc voilà, la CCI, on accompagne pour les entreprises qui souhaitent réaliser des campagnes de crowdfunding avec nos services. Et on aide à construire un peu les storytelling, à viser les bons montants, à identifier les bons contreparties. Donc d'un côté, il faut pas qu'il soit radine, de l'autre côté, il faut pas qu'il soit à perte pour l'entreprise. Donc on s'occupe de ça avec les dirigeants. Et après, on accompagne aussi pendant le déroulé de la campagne. Justement, au sein de la Chambre des commerces d'industrie, on a tout notre support communication. Donc, il y a des articles qui sont publiés pour mettre en avant l'entreprise, les projets dans les réseaux sociaux, dans la presse. Il y a une boîte qui a fait une campagne avec nous qui est passée à la radio. Donc, voilà. Quelques exemples, justement. Pendant les Covid, j'ai accompagné les Cap Carrosse. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ce sont les commerçants du centre-ville de Carrosse. On a levé 7 000. C'est pas énorme, mais c'est quand même une belle collecte parce que là, on parle du commerce de proximité. Hein. Et c'était justement pour, en plein Covid, les aides d'urgence n'étaient pas suffisantes.
Donc, il fallait trouver aussi un complément de financement pour aider les commerces à investir dans tous les équipements pour pouvoir exercer malgré les contraintes sanitaires, pour acheter les matériels, les équipements, etc. Donc, c'était une très belle collecte et ça a très bien marché justement parce que tous les critères sont là. Ça soude les territoires, ça prend l'implication de la ville. C'est quelque chose qui est c'est solidaire, hein, c'est du business, mais il y a quand même de la solidarité. Donc il y a eu énormément des déploiements aussi, c'était au niveau de la métropole. Donc voilà, c'est un projet justement qui tient au cœur. Et aussi l'année dernière, j'accompagnais une marque de vêtements responsables faits en coton avec un coton bio. C'était une créa et c'était deux jeunes porteurs de projets qui ont démarré l'activité. Par contre, le problème, c'est que quand on démarre, il faut de la trésor et pour produire donc cette ligne de vêtements qu'ils ont conçue, il fallait anticiper l'achat de la matière première, les tissus, avant de les vendre. Donc les 5008, en fait, ont permis d'apporter l'argent pour les prêts bancaires. Donc c'était un bon complément pour la banque. Quelle contrepartie vous avez mis en place cette entreprise? Pour celle-là ou la précédente? Celle-ci. Alors là, c'était justement... Alors celle-là, c'était un don, mais don pré-vente. Donc les contributeurs préachetaient les produits qui étaient justement la ligne des vêtements que l'entreprise avait conçus. Dans les moins chers, c'était les t-shirts bio, par exemple. Les plus chers, c'était la robe, la salopette. Ticket moyen, c'était les pantalons pour les hommes. Donc, en fonction du montant, c'était un article plus ou moins complexe à produire. Donc c'était justement de la prévente de leurs propres produits. C'est très chouette. Et après, en prévente, on peut choisir, est-ce que je la précommande rose, jaune, je vais la XL. Donc là, c'est super chouette parce qu'après, les gens participent et ça crée un dynamisme. Et du coup, comment ça se passe ce type de prévente? Parce que du coup, il y a un choix de produits, comme si j'étais sur une plateforme de vente en ligne. Mais c'est le site qui propose ça, du coup, le site de crowdfunding, parce que pour mettre en place, c'est complexe quand même. Là, c'était Ulule. Ça s'est rapproche. Tout à fait. C'est possible. C'est vrai que ça se rapproche un site de e-commerce, mais parfois, quand je démarre mon activité, j'ai pas l'argent pour faire du e-commerce. Et donc, ça, c'est stratégique parce que je passe par un opérateur qui les met déjà dans sa propre plateforme, donc c'est nickel. Voilà, donc là, juste pour faire un vite calcul, 7 000 € avec 128 soutiens. Dans cette télé-Covid, c'était difficile pour tout le monde. Les tickets, les paniers moyens étaient moins élevés. Là, seulement 606 contributeurs pour 5 008, donc c'était plus généreux, mais c'était aussi il y a un an, donc c'était pas les mêmes contextes économiques. Mais juste comme ça, vous faites un rapide calcul de combien en moyenne les contributeurs peuvent apporter. Et aussi, les Socket Chiefs avaient fait une campagne qu'on a accompagnée, c'était avant le Covid, là, c'était fin 2019, début 2020. Et en fait, c'est vrai que l'entreprise a déjà ses instruments, ses réseaux sociaux, son site internet, etc. Mais avec notre équipe com, on a beaucoup travaillé sur les déploiements, ce qui fait que pendant la campagne sur notre Facebook, il y a eu 8500 vues, 1000 commentaires, partages,
7009, donc presque 8 sur LinkedIn. Plus la mise en avant sur la magazine. Donc voilà, en fait, il faut jamais rester seul dans une campagne. Donc si c'est pas la CCI, il faut trouver d'autres partenaires qui vous accompagnent, parce que de cette façon, ça fait effet de levier. Donc Socketchips toute seule n'aurait jamais pu avoir presque 15 000 engagements, vous voyez. Mais c'est un peu, c'est dans la nature du crowdfunding, c'est quelque chose qui est partagé à plusieurs. Donc, il faut pas hésiter à solliciter aussi les partenaires, les organismes locaux, etc., pour augmenter la force de frappe. Voilà. C'est vrai que je me suis pas présentée tout à l'heure. Je suis collègue de l'équipe CCI qui est là aujourd'hui. Je suis conseillère entreprise aussi. Par contre, mon volet d'intervention, c'est les financements. Donc, j'interviens pour les entreprises qui recherchent des financements pour développer leur activité. Donc, je m'occupe du montage financier. Et si besoin, je monte les projets avec les entreprises pour obtenir les financements. Voilà, ben merci beaucoup. Merci. C'est gentil.